Le harcèlement en milieu scolaire n'est pas un sujet nouveau au Bénin, il faut le dire, mais il semble que les élèves d'aujourd'hui soient confrontés à un environnement d'apprentissage plus difficile, avec une anxiété, un stress et un risque accru. On parle donc ce matin du harcèlement et de l'impact qu'il peut avoir sur l'apprentissage, nos écoles et nos enfants. Et pour en parler, j'ai avec moi coach Justino Vieira. Bonjour coach. Bonjour Rachida, bien moment, bonjour le plateau et mes téléspectateurs, bonjour. Juste à côté de vous, nous avons Serge Zata, surveillant général adjoint d'une école privée de la place, la Grande Académie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci. En face de vous, Miguel Ruito. Bonjour Madame Ruito. Bonjour à vous et bonjour aux amis téléspectateurs. Vous êtes juriste, C'est cela. spécialiste en droits humains, égalité de genre et inclusion. Merci de partager votre connaissance de cette question avec nos chers téléspectateurs. C'est un plaisir. Et un quatrième invité, Élisée Adiarossi, bonjour. Bonjour madame, bonjour le plateau. Vous êtes directeur du Collège d'enseignement technique et professionnel Saint-Pierre-et-Paul. Justement. Alors, c'est quoi le harcèlement en milieu scolaire? Miguel Ruito. Merci. Le harcèlement en milieu scolaire, on va tenter de l'appréhender Oui. comme, si vous voulez, on va le faire en deux volets. D'accord. On va d'abord le voir entre les apprenants, puis on le verra entre enseignants et Et apprenants. apprenant. Nous dirons donc, lorsqu'on on regardera le harcèlement en entrevoyant l'enseignant et l'apprenant ou l'apprenante, on parlera ici d'abus de pouvoir qui va être répété et qui aura pour but donc de nuire ou de porter atteinte à l'intégrité de la personne victime ou survivante. Et cet harcèlement se fera par le biais d'actes, donc de comportements, de propos. Donc on pourra le voir sur le plan physique, sur le plan psychologique, verbal et sur d'autres aspects. S'agissant par contre de la relation entre apprenants et apprenantes, on pourra donc appréhender le harcèlement ici en milieu scolaire comme tout comportement ou tout propos qui donc vise à porter atteinte à l'intégrité de l'autre, donc de la personne qui subit ces actes-là. Et préciser pour finir que en milieu scolaire, l'enseignant, l'apprenant peuvent se retrouver dans des situations malheureusement qui ne favorisent pas l'éducation, l'instruction. Ce pourquoi justement les écoles existent, ce pourquoi les universités existent. Très bien. Alors, Élisée Adiarossi, vous qui êtes patron d'un collège d'enseignement technique et professionnel, est-ce que le harcèlement est récurrent dans nos différentes écoles? Bien sûr que récurrent. C'est un phénomène qui existe depuis des années. D'accord. Et les autorités ont pris des dispositions pour remédier à ça en votant des lois. Je pense que le premier a été voté en 2006. C'est un phénomène qui continue toujours, même si depuis 2016, pour ma part, j'ai constaté que ça a diminué. Ça a diminué en ce sens que ceux qui, les accélères, si je peux m'exprimer ici, les accélères, ont plus peur. Ils ont peur en ce sens que ils ne veulent pas perdre leur emploi. Parce que quand on voit aujourd'hui le milieu éducatif, il n'y a plus de crainte de tomber dans ce piège qu'auparavant. Là, vous parlez d'un volet du harcèlement, c'est-à-dire celui qui peut intervenir entre un professeur, par exemple, et Voilà. Et là, élève. votre question m'amène à dire que le harcèlement se passe en deux volets. Oui. Il y a le professeur ou bien l'encadreur, l'éducateur, les enseignants et les élèves. Et qui peut harceler les élèves. Oui. Et en retour aussi, ce qui n'est pas récurrent, ce que les gens ne perçoivent pas vite, l'élève aussi qui peut aussi harceler l'éducateur, l'enseignant. Mais ce qui est condamnable, c'est quand il s'agit de l'éducateur, de l'enseignant qui est censé donner de l'éducation à l'enfant
et qui commence par l'harceler. Parce que le harcèlement peut être défini comme, pour ma part, une demande répétée. Hein? C'est une manière d'importuner quelqu'un avec une demande répétée pour recevoir quelque chose chez ce dernier. Très bien. Vous comprenez? Alors, si cette demande, c'est en milieu scolaire, quand on parle de harcèlement sexuel, c'est demander si je vais aller terre à terre, avoir une relation avec l'enseignant et l'apprenant. D'accord, très bien. Avant donc d'évoquer cette question liée au harcèlement entre professeurs et élèves, penchons-nous déjà sur ce harcèlement qui a lieu entre élèves, parce que franchement c'est un phénomène qui préoccupe les responsables d'établissement. Et vous êtes secrétaire général adjoint de la Grande Académie, surveillant général adjoint, pardon, de la Grande Académie. Comment ça se passe? Quelles sont les formes que prend ce harcèlement-là? Si nous allons parler de harcèlement en milieu scolaire, et nous allons prendre plutôt, ce qui est plus remarqué, c'est le côté physique et moral. Physique et moral. Voilà. C'est-à-dire dans le dialogue, pas les moqueries et les brimades et on frappe, les on pousse, taquineries. On bouscule. Voilà, nous constatons plus que c'est ce genre d'harcèlement qui est plus remarqué, récurrent dans les écoles. Et sinon, parlant de l'harcèlement sexuel, c'est des cas rares. Okay. C'est des cas rares. En milieu scolaire surtout. En milieu scolaire surtout. Voilà, parce que je prends le cas du harcèlement moral. Lorsque l'enfant est touché psychologiquement, un enfant ou bien une fille qui a une forme, et bon, je le dis, une forme un peu... Elle est peut-être ronde, c'est une beauté ronde. Voilà, maintenant, et ses camarades se moquent. Se moquent d'elle. Et ça l'affecte. Ça agit sur elle, ce qui fait que le rendement qui doit venir d'elle et sur le plan de travail n'est pas efficace. Alors nous voyons là plus le côté moral du harcèlement moral et du harcèlement physique qui sont plus les deux formes que nous rencontrons souvent et de façon récurrente dans les écoles. D'accord. Justine Obiara? Oui, je pense que le décor est si bien planté par mes co-débatteurs. Vous savez, intéressons-nous aux caractéristiques du harcèlement. A priori, comme ils l'ont si bien dit, c'est la situation de l'élève qui subit des actes bien entendu négatifs. Mais quels sont les éléments qui rentrent en ligne de constitution de cet harcèlement? Et lorsque moi j'ai fait ma petite recherche, je me suis rendu compte que fondamentalement, il y en existe trois. Le premier, c'est d'abord le pouvoir. Parce que celui qui inflige l'auteur de l'harcèlement, c'est parce qu'il exerce une certaine influence, une certaine autorité, que dis-je, une certaine ascendance, bien entendu, sur celui-là qui est en situation de faiblesse. Donc, premier élément, le pouvoir, qui démontre... Entre pairs, entre élèves. Entre pairs, parce que nous n'allons pas écarter les deux contextes. Le contexte entre élèves, entre apprenants, et le contexte élève enseignant. Si nous prenons contexte élève-enseignant d'office, l'influence est établie. Bien sûr. L'ascendance est établie parce qu'on dira que l'enseignant, hiérarchiquement, est le supérieur ou bien exerce une certaine autorité, mais entre élèves, une certaine influence. Mais entre élèves, ça peut se comprendre et cela existe. Lorsque vous prenez un élève qui, dans la classe, a l'art de taquiner tout le monde, a l'art de talocher, c'est lui le petit bambin qui touche à tout le monde. Et bizarrement, il voit que parmi ses camarades, il y en a un qui est sans défense, il y en a un qui subit, il a tendance, qui n'a aucune posture de riposte. Il fait de lui désormais son souffle-douleur. Bien sûr. Et ce dernier subit. Donc, premier élément, disais-je, le pouvoir. Deuxième élément, parlons-en. Il peut s'agir bien entendu de la répétition, des actes fréquents. Lorsque ça vient de façon fréquente, une fois en passant, dire que bon, c'est sporadique, c'est sous l'effet de ignorance, il ne le sait pas, c'est inconscient. Mais quand ça vient de façon répétée, alors là, il y a un autre mobile. Troisième élément, il y a la nature des agressions. Nous n'allons pas catégoriser tout type d'agression sous le coup de l'harcèlement. Mais lorsque je parle de la catégorisation, soulignons que fondamentalement, nous pouvons en dénombrer trois. La première forme, lorsque ça prend une forme physique,
Exemple, lorsqu'on se bat, lorsque vous tapez quelqu'un. Donc, lorsqu'il y a des coups, ce qui peut conduire à des blessures. Et juste il y a quelques jours, notre cher aîné qui était avec M. Plateau, doyen Akani, évoquait l'anecdote de cet enseignant qui était en train de donner des coups à un enfant et sans s'en rendre compte. Cela a engendré ce qu'il ne fallait pas. Donc, les coups, de première chose, mode physique. Deuxième façon, il y a également la forme verbale. Lorsque vous proférez des propos, des menaces, des railleries, des moqueries, voilà, c'est également un type d'harcèlement. Ça rentre dans les formes. Et troisième élément, enfin, troisième catégorisation, qui pourra nous permettre, bien entendu, de dire et de qualifier un acte ou bien une agression d'harcèlement, c'est bien entendu lié au gestuel. Lorsque nous parlons de la gestuelle, les imitations. Ah, d'accord. Il y a peut-être, hein, c'est un exemple, un enfant qui bégaye, par exemple. Bien sûr. Et qu'on imite à tout bout de champ, il se sent harcelé, il se sent... ça peut affecter déjà son travail. C'est résultat. Bien sûr. Oui. Ouais. Donc, il y a ces trois éléments qu'il faut prendre en compte pour dire que lorsqu'il y a agression, lorsqu'il y a harcèlement, il faut parler maintenant des facteurs. Qu'est-ce qui favorise les cas d'harcèlement? Il faut en parler. Lorsque vous venez d'un milieu un peu étiqueté, vous appartenez à une race sociale qui est un peu marginalisée dans la société, imaginez un enseignant qui fait une blague de mauvais goût sur une région. Et malheureusement, lui ne le fait pas à dessein, il ne le savait pas. Il dit, mais tu agis comme des gens d'eux. Et bizarrement, ou bien pas coïncident, quelqu'un dans la classe, est originaire. Désormais, lorsque je prends la zone d'origine de quelqu'un, ça peut être donné lui, ça peut être un facteur pour ses camarades, pour ses amis désormais de se moquer de lui et même lui proférer parfois quelques propos un peu courtois. Je vous donne un exemple, par exemple, je ne trahis aucun secret sur ce plateau. Il y a un enfant, par exemple, qui rentre et qui vient dire à sa maman, j'ai mon prof d'histoire géo qui me dit souvent le noiro. On doit se poser des questions. Qui me dit souvent, non, le noiro parce qu'il est noir en fait. Ah, ok. Il est noir et puis sa prof, et c'est une prof, sa prof lui dit le noiro, toi tu es trop noir. En fait, l'enfant vient en pleurs à la maison et dit à sa maman, mais maman, je comprends pas. Pourquoi elle m'appelle? Je n'aime pas quand la maîtresse m'appelle le noiro. Et à la maman de lui dire, écoute, désormais, si la maîtresse te dit le noiro et que tes camarades s'en saisissent, dis-leur que le noir est chic. Et que le noir est beau. Donc, en fait, parfois, on le fait aussi sans s'en rendre compte, n'est-ce pas, Miguel Rueto? Oui. Ça, par exemple, c'est un exemple. Ça, par exemple, c'est un cas. Étant donné l'aspect répété, oui. C'est ça qui devient, en fait, un harcèlement. C'est cela qui donne le caractère... enfin, si vous voulez, c'est ça qui va nous permettre de dire qu'il s'agit ici du harcèlement. Sans oublier, donc, l'état émotionnel dans lequel un tel propos met l'apprenant. Psychologiquement, il est déstabilisé. Bien sûr. Point de venir s'en plaindre à la maison, ça veut dire que quelque part, il est mal à l'aise. Et en conséquence, dans un environnement comme celui-là, il aura du mal à évoluer. D'abord, pour échapper à ce commentaire que la maîtresse a l'habitude de faire à son endroit, il va commencer par être en retard, il va commencer par développer des arguments pour ne pas aller à l'école, il va commencer par se recroqueviller, ne pas vouloir se mélanger à ses camarades parce que ça commence par se répéter entre donc ses camarades. Et plus grave, à ne pas aimer sa peau. Exactement. En réalité, à ne pas aimer sa peau, c'est comme donner l'impression à l'enfant que être noir, c'est... Voilà, on développe en lui un sentiment voilà. Oui. C'est extrêmement grave. Il y a cet exemple, par exemple, de camarade de classe qui appelle un élève, c'est quand même fou, hein. En fait, l'enfant, c'est un garçon. Et son prénom, c'est Samir. Et il a pris un peu de poids, du coup, ses camarades l'appellent Samira. Vous imaginez, c'est un garçon. Mais ses camarades l'appellent Samira. Parce que de par sa morphologie, en fait, on voit qu'il ressemble à une femme et on l'appelle Samira. Vous imaginez un peu tout le traumatisme que ça peut créer au niveau de l'enfant, Élisée Adiara aussi. Oui, je pense que en tant qu'enseignant et encadreur, nous devons faire attention à nos propos. Ce que nous disons. Ça
ça affecte psychologiquement, et ce n'est pas ce qu'on dit. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime de ça. Quand j'étais en classe de 5e, et d'habitude, on nous demande s'il t'était donné de collecter des informations, qu'est-ce que tu allais faire concernant le chapitre. Et je disais que j'allais partir au cyber et autres. La séance prochaine, je n'avais pas fait l'exercice, et le professeur, aucun de nous n'a fait l'exercice. L'enseignant a raison. Mais en me demandant qui a fait l'exercice, il n'a trouvé personne. Il dit, mais le gars qui a dit la fois passée qu'il allait faire des recherches, il est où? Et je me suis levé, il dit, tu vois l'exercice, j'ai dit, je ne vais pas faire. Il dit, mais que les matières fécales sont mieux que moi. C'est resté dans ma tête. C'est un prof qui vous dit ça, les matières? Oui. C'est moi, j'ai traduit ça comme ça. Sinon, il disait, je répète exactement, caca est mieux que toi. Et ça m'a fait mal, ça c'est resté dans ma psychologie. Il dit, mais comment il peut aller jusqu'à me comparer avec les matières fécales? Ça, c'était quelle classe? J'étais en classe de 5e. C'est grave. J'étais en classe de 5e. Donc c'est comme ça que nous prononçons, c'est moi-même, mais celui dont je parle, il est inspecteur aujourd'hui. Je sais même pas, bizarrement, c'est des gens qui évoluent. Hein. Il va falloir le croiser un jour. Et lui dit, est-ce que vous savez que vous m'avez fait mal? Un professeur d'histoire, oui, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré une fois, c'est moi-même, j'ai couru pour aller parce que j'ai mis du temps pour le pardonner, ça m'a fait mal. C'est comme ça se passe. Donc je pense que nous devons faire attention à ce que nous disons. C'est comme ça, vous voyez, certains élèves. On ne demande pas à Dieu de me donner, on ne peut pas demander à Dieu de donner le corps qu'on veut. On ne choisit pas. Pas son corps. Donc, certains élèves, par leur forme, leur morphologie, peut-être sur le terrain de sport, la personne fait l'effort de courir, mais c'est qu'un camarade qui commence par dire, on commence pas, ça dit pas lui donner des surnoms. Voilà, des surnoms. C'est comme ça, la fois passée, j'étais allé dans un collège où il pleuvait. Et la pluie a commencé à 7 heures comme ça. La fille faisait l'effort, elle courait pour qu'elle ne soit pas rattrapée par la pluie. Mais c'est pendant ce temps-là que j'ai oublié le surnom, parce que c'est une fille qui est un peu grosse. Un peu grosse. Donc on imagine voilà, et on a commencé par l'embêter. Et puisqu'il pleuvait, moi je suis allé dans la classe, j'ai constaté que c'est tout le monde. On se moquait d'elle. Voilà. Celle-là, c'est qu'elle sera psychologiquement atteinte. Et là où atteinte du moins, et ce que je n'apprécie pas, surtout là où moi je voudrais que nous centrions le débat, c'est le harcèlement, c'est-à-dire le niveau, le côté enseignant. Oui, on va y venir. Voilà. On va y venir. Il faut dire que sur cette question-là, le président de la République est très intransigeant. Franchement, c'est tolérance zéro. Voilà. Et ça, franchement, ma foi, c'est un combat qui se mène avec beaucoup de fermeté et on apprécie. Serge Zata, parlez-nous un peu de quelques cas concrets, par exemple de situations de harcèlement entre élèves que vous avez réussi par exemple à gérer. Bon, quand déjà nous parlons du harcèlement, c'est déjà un phénomène qui détruit en quelque sorte les conditions de vie et de la victime, ou bien d'un apprenant, si je peux le dire. Et il est question là de mieux voir comment ou bien quelles sont les méthodes que nous pouvons quand même utiliser afin de lutter contre. Parce que quand nous parlons du harcèlement, il y en a, c'est des cas que nous gérons souvent dans les établissements. Et surtout, je dis bien, je précise, surtout le côté moral et physique. D'accord. Ça, c'est les conséquences que ça peut avoir sur l'enfant. Voilà, bon, je prends un exemple. Un enfant, et de par sa morphologie, est tellement dérangé. Et bon, il s'est donné le courage quand même de venir me voir et puis m'a posé le problème. Et au moment où elle me parlait, tout ce qu'elle a comme idée, c'est se suicider. Ouais. Vous voyez, parce qu'elle est tellement dérangée psychologiquement. Elle est affectée, ce qui fait que même en classe, elle n'arrive pas à suivre. Et qu'est-ce qu'il faut faire de ces cas, par exemple? Nous devons quand même, nous, en tant que responsables, prendre le courage de dialoguer avec les enfants, discuter avec les enfants, surtout dans le cadre scolaire, et puis leur donner la confiance de mieux se confier à nous, ce qui va nous permettre quand même... Y a-t-il eu un cas qui vous a ému spécialement? Un cas de harcèlement, par exemple, que vous avez trouvé vraiment, on va dire, très grave? Pas vraiment chez moi. Pas vraiment chez moi. Pendant que vous parliez, une image m'est revenue. Je me trouvais dans une classe
au secondaire, dans un collège d'enseignement général de la place, nous avions une camarade qu'on appelait Bella. C'était son prénom. D'accord. Mais franchement, elle était belle. Ou si vous voulez, elle est belle. Elle porte bien son Elle prénom. porte très bien son prénom. Elle est claire de peau, elle a une très belle forme. Et c'est une jeune fille dans le temps qui prenait énormément soin d'elle. Et donc, on avait un enseignant qui nous faisait la philosophie. Toutes les fois qu'il venait dans la classe et qu'il posait les yeux sur Bella, quand vous le voyez au tableau face à nous, son entrejambe changeait radicalement. Et ça faisait pouffer de rire, mais toute la classe. Ah oui? C'est-à-dire que chaque semaine, quand À nous ce avions point? le cours de Philosophie. philosophie, mais c'était un moment de fou rire en fait. Nous n'étions pas forcément conscientes des implications, mais ça riait de partout. Et on aimait tellement ce cours parce que justement, Bella qui savait qu'elle avait ce Une certaine... pouvoir-là, ouais. elle s'en prévalait aussi. Voilà. D'accord. Pour le titiller un peu. Et parfois, il perdait les mots. C'était, franchement, J'imagine. c'était de l'émotion, mais de l'émotion qui se transformait en rigolade. Je vais le dire comme ça. D'accord. Après, on l'a perdu de vue quand nous avons quitté cette classe-là. Et Bella également, on l'a perdu de vue. On ne sait pas ce que les deux sont devenus. Il y a eu beaucoup de rumeurs dans le temps. Ouais. On ne peut pas confirmer, on ne peut pas les infirmer non plus. Mais c'est une image qui m'est restée. Et dans la même classe, nous avions notre professeur de mathématiques qui faisait pareil. C'est-à-dire que, voilà des Avec gens... la même fille? Non, avec une autre. Une autre, d'accord. Et curieusement, cette dernière s'asseyait sur le premier banc, la table et banc de devant. Et lui, quand il venait au cours, mais à la limite, vous voyez cette capacité à se retenir, c'était pas forcément ce dont il a été doté ou ce dont il faisait montre. Et c'est des situations qui me reviennent à l'esprit comme ça et qui me font sourire parce que ça animait la classe. Malheureusement, dans sa matière, on n'avait pas toujours les bonnes notes. Les bonnes notes, oui. Parce que on riait beaucoup et lui, il était déstabilisé. Il perdait ses moyens. Parfois, quand il est déstabilisé, c'est une interrogation comme ça, Bon. au pied levé. Moi, je voyais à ça, partir de l'intervention de madame, je voyais plutôt une provocation. Ouais. Ouais, dans ce sens, je pense que il fallait quand même saisir l'attention du professeur. Parce que moi j'appelle ça une réaction involontaire, ce qui lui arrive. Ou si nous pouvons aller loin. Si tous les hommes devaient laisser leur babao être en transe à chaque fois qu'ils voient une femme, c'est un manque de maîtrise de soi, ça. Pourquoi ne pas le ramener? N'oubliez On pas pouvait la quand même relation s'approcher de lui. de pouvoir qui existait entre Quel nous. élève aura le courage? Parfois, il vous sanctionnait, c'est-à-dire vous prenez les heures sans vous motif, demander mais qu'est-ce que valable. j'ai fait? Simplement parce que vous avez rigolé ou parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, nous, on était dans cette posture-là d'apprenants, d'apprenantes qui ne nous permettait pas forcément de. Et tenez-vous tranquille, ça allait au-delà de la classe. Voilà. Au fait, Parce que les retours que ces jeunes dames nous faisaient en classe, ça alimentait davantage les rigolades quand l'enseignant franchit le seuil de la porte. On se dit, bon, ça va recommencer. Ce que je voulais dire par là, Oui. ça n'arrange pas la classe en quelque sorte. Parce que dans cette condition, est-ce que le professeur pourra donner le meilleur de lui-même? Non. Mais mon cher ami, vous aujourd'hui, nous apprenants, avons vous pris perdez. conscience. Les apprenants en ce moment perdent. C'est notre posture aujourd'hui d'adulte. C'est ça qui nous permet. Voilà. Je comprends, Donc, parce qu'elles étaient à l'époque... D'où la question de dialogue où je disais, il faut le dialogue. Les responsables de classe quand même devaient prendre le courage d'aller voir les autorités de la maison. Et chers responsables, Ce n'est nous pas pour subissons rien quand même une situation. qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, je vous coupe volontairement, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand on parle de harcèlement entre enseignants et apprenants, apprenantes, on ne veut pas savoir s'il y a consentement ou pas. On ne veut pas savoir quel est le statut de l'apprenant ou de l'apprenante, Dès lors parce qu'il y qu'on a- estime qu'il y a une relation de pouvoir et que l'individu qui détient ce pouvoir-là doit
forcément avoir la maîtrise de lui-même. Ce qui est normal. Je dis l'individu, ça peut être un homme comme une femme quand nous parlons d'enseignants. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Ce n'est pas parce que, par exemple, une jeune fille ou une fille est bien bâtie, a cette grâce naturelle d'être belle, d'être éloquente, d'être élégante, ou a reçu une bonne éducation qui lui donne ses airs de quand elle marche ou quand elle s'exprime, d'attirer l'attention, que l'enseignant doit tomber dans ce panneau. Et c'est là justement où il faut qu'on insiste. Je suis d'accord avec vous. On retiendra donc que en milieu scolaire, le harcèlement peut prendre plusieurs formes. Bien sûr. D'accord. Ça peut être une forme physique, frapper, pousser, bousculer, intimider ou blesser physiquement une autre personne, endommager ou voler des biens, par exemple. Toucher les seins, parce que ça me rappelle cette histoire d'une petite fille qui, elle, en fait, son dada, c'était de se faire, c'est elle-même qui exigeait, en fait. Elle aimait se faire, elle aimait les attouchements. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle était consciente, en fait, de son pouvoir de séduction. Et donc, du coup, mais c'est fou, il se passe des choses en milieu scolaire. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle autorisait les jeunes garçons à lui faire des attouchements contre leur petit déjeuner. Donc, c'est-à-dire, tu as le droit de toucher mes fesses, mais tu me donnes ton petit déjeuner. C'est des cas qu'on n'a jamais... Non, mais c'est vrai. Non, mais ça existe. Je n'ai pas envie de citer le nom de l'école, mais c'est arrivé. Et elle le faisait pratiquement à plusieurs garçons de la classe. Et il y a des enfants, en réalité, qui rentraient à la maison, qui ne mangeaient pas. Les parents étaient inquiets 1, 2, 3, 4, 5 fois. À force de poser des questions, les garçons ont fini par lâcher la bombe. Et à un moment donné, il faut interpeller. Ça aussi, ça peut être... Bon, c'est peut-être... C'est un cas d'harcèlement. C'est un cas de harcèlement, puisque c'est répétitif. Et là, ça rentre dans le pouvoir. Puisqu'on parlait, là, c'est un cas d'harcèlement entre apprenants. Et je parlais tantôt du pouvoir. Elle use de son charme, qui est en griffe un pouvoir. Mais en réalité, lorsqu'on autorise des cas pareils, lorsqu'on laisse gangréner, prendre de la place le harcèlement en milieu scolaire, qu'est-ce que cela va causer? Cela détruit l'estime de l'apprenant victime. Moi, je me rappelle, puisque nous sommes en train de donner des exemples, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai pour du plaisir à en parler, même si dans un passé, il y a quelques années en arrière, une petite honte m'emparait quand je fais le narratif. Le soir, mon père me commandait à lui prendre quelque chose, un manger. Et un jeune se pointait à un niveau pour me prendre ce qu'on a commandé. Et je rentrais pleurant pour me plaindre à mon père. Il dit, mais telle personne m'a payé. Et mon père me suit et va réprimander, dire à la mère de ce dernier d'interdire à son enfant. Et l'enfant continue. Un jour, je rentre pleurant pour raconter la même scène. Et quand a été ma surprise, quand mon père me dit, mais il te fait à tous les soirs, toi, mais tu fais quoi? Tu rentres, tu te plains, tu viens me voir, mais c'est un jeune comme toi, c'est un enfant comme toi. Ça, on doit dire quoi? Il faut apprendre à nos enfants à se défendre. Il ne faut pas les mettre dans une posture de papa il m'a fait, maman il m'a fait, mais toi-même tu fais quoi? Et vous savez, je dis, lorsque nous prenons le harcèlement, ça fait développer le complexe, mais en réalité, la grande, c'est que l'enfant grandit dans une bulle. Il crée son environnement à lui, mais en réalité, cet environnement n'est jamais vertueux. C'est un environnement rempli d'intimidation, rempli de complexes, il devient un être recroquevillé. Il développe en fait une sorte de mal-être. Une sorte de mal-être. Donc, à un moment donné, comme solution, c'est vrai, nous allons indexer l'administration. Il faut dire l'administration en tant que chapeau, en tant que veilleur de tout ce qui se passe, l'instant de régulation du fonctionnement du monde du point de vue social de l'école. Mais l'élève également, les apprenants doivent avoir également une certaine carapace à se défendre. Ça ne fait pas trop longtemps, quand je dis, permettez-moi, quand je disais à un élève que je coach, tel élève, il me donne tout le temps le nom du même enfant. Il m'a fait dire, mais quand il te fait, toi, tu fais quoi? Il dit, je me plains à la maîtresse. Il dit, mais la maîtresse, à son tour, la maîtresse dit souvent, je vais gérer, mais elle ne gère jamais. Mais c'est un élève comme toi. Je ne dis pas, je ne fais pas œil pour œil, je n'aime pas ce que je prêche sur ce plateau. Je ne dis pas que si un élève te donne un coup, toi, mais il faut le lui en donner. Mais tu peux le lui
Tu peux lui parler. Tu peux dire, ne me fais plus ça. Tu peux avoir une certaine autorité quand même à t'affirmer. Et lorsqu'il persiste, tu peux maintenant à ton tour aller te plaindre pour dire que je le lui ai refusé plusieurs fois. Mais ce n'est pas à la première tentation ou bien à la première action posée que tu iras te plaindre. C'est ça que je suis en train de dire tout simplement. Donc, il faut protéger les enfants, je suis d'accord. Les parents doivent sensibiliser, éduquer, mais ouvrir également les centres de dialogue pour que l'enfant qui vit certaines situations à l'école, comme le cas, le narratif que vient nous faire M. Élysée le concernant, pourrait en parler à son père ou à sa mère, s'il y avait cet instance de dialogue qui est privilégié. Ouais. Et le parent, au nom de son autorité, peut venir dans l'école pour dire à cet ancien, on ne va pas demander à M. Élysée en son temps de faire face à l'enseignant pour dire je n'ai pas aimé. Ça serait un manque de respect. Mais il pourrait se plaindre s'il y avait l'instant de dialogue ouvert. Donc, prenez le dialogue. L'administration doit renforcer son rôle de veille. Et troisième chose, il faut mettre les enfants, les élèves dans une certaine prédisposition à s'autodéfendre. Le cas que moi je voudrais même évoquer, il faut dire que depuis que je suis devenu enseignant, moi et directeur aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance de rencontrer ces cas-là. Je ne sais pas si c'est ma posture de directeur qui fait que, c'est vrai, on fait des enquêtes, mais on n'a pas constaté ça. Seulement que lorsque j'étais en classe de 3e, il y avait un enseignant, un jour on était venu au cours et il avait déjà fait tellement d'interrogations. Mais j'ai constaté que ma voisine n'était pas là. Et l'enseignant fait l'interrogation et la fille vient. Bon, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un puisque je suis d'un milieu. Et je ne vais pas dire la classe non plus. Par exemple, il dit, Rachida, c'est à cause de toi, j'ai fait cette interrogation. Et il a dit ça ouvertement devant tous les élèves et devant tous les élèves. Mais bizarrement, des années plus tard, il a épousé la fille. Et c'est-à-dire, on était en classe de terminale. Ce que je disais là, je finirai par dire la classe, on était en classe de 3e. Et c'est en classe de terminale, bon, on a un peu évolué, on a compris qu'en réalité... Il était fan de la fille. Voilà, donc il paraît que c'est à cause du fait que la fille n'acceptait pas, nous ne savons pas réellement ce qui l'a motivé ce jour-là. Et il dit clairement que c'est à cause de toi, j'ai fait telle interrogation. Il faisait les aveux. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce que la fille a pu on lui a donné les zéros ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on ne sait pas. Ce qui est sûr, on comprend que par la suite, il a eu gain de cause. Voilà, puisque la bonne dame est maintenant chez lui, à la maison. N'est-ce pas? Les liens ont été sur son toit. Oui. Et en classe de 4e également, c'était pratiquement la même chose, où cette dernière m'importe le nom de madame, où l'enseignant dit clairement que moi, la daouidien, devant tout le monde, en ce temps, nous, on ne savait pas que... Bon, ça, non, celui-là. Non. C'est des cas que je vois un peu. C'est des cas passés. Voilà. Sinon, actuellement, je pense que ça n'existe plus. Pour dire vrai, actuellement, aucun enseignant ne peut se le permettre. Parce que là, franchement. Impossible. Même commander à manger à un enfant aujourd'hui, dans le cadre scolaire, c'est interdit. Ah, d'accord. Les enseignants n'ont pas le droit. Mais c'est pas le droit de commander. Aujourd'hui, là, nous sommes... Mais ça existe encore quand même, non? Bon, c'est que... C'est difficile. On va corriger. La loi ne se fait pas respecter à la même longueur. Avec beaucoup de temps. Ça, je pense que ça finit pas être correctement... Mais le souci aussi, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants sont de plus en plus jeunes. Ah oui. Oui, les enseignants sont de plus en plus jeunes. Et on sait que la jeunesse, c'est... Bon, on va pas... C'est la fougue. On va pas concéder tous les péchés au seul fait d'être jeune. Mais quand même, il y a que... C'est un facteur. C'est encore un autre cas. Ouais. Parce qu'un enseignant jeune et qui sort fraîchement et après les études qui viennent dans le cadre scolaire, c'est des situations que nous gérons encore. Parce qu'il faut l'amener, il faut le tranquilliser. Il faut le coacher. Il faut le coacher, il faut lui donner les... C'est en cela que la question qui me taraude souvent l'esprit quand on évoque cette tranche d'âge-là, c'est de savoir quel est le type de formation que les enseignants et les enseignantes reçoivent. Non, ils font parce que normalement, quand vous faites le parcours, vous devez avoir reçu
la formation de façon holistique, Ouais. la psychologie de l'enfant ou de l'apprenant, de l'apprenante, suivant les tranches d'âge. Comment vous vous comportez dans telle ou telle situation. Quelles sont les voies de recours dont vous disposez si, malgré vos efforts pour vous contenir, ça persiste. Donc, si on va au-delà, c'est-à-dire si on franchit la ligne, pour moi, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Sur toute la ligne. Pour ce cas, remercions l'État qui est Aujourd'hui revenu avec, encore sur la question d'âge. Et il faut, l'âge normal avant de commencer l'école. Parce que nous avons constaté que 4 ans, 5 ans, 10 ans passés, et même déjà à 2 ans, les enfants vont déjà à l'école. L'inscription commence déjà à 2 ans. Mais il y en a déjà qui, à cause d'indisponibilité, ils vont déposer les enfants déjà à 1 an. Aujourd'hui, le CI, c'est 5 ans. Ils terminent vite. C'est 5 ans. C'est systématique. Voilà, Oui, mais c'est pas, ça ne dédouane personne. Pourquoi? Parce que vous n'entrez pas dans une fonction étatique si vous n'avez pas l'âge de En fait, c'est ce qui fait que nous de la avons majorité. Donc vous avez beau commencer l'école très tôt. C'est ce qui fait que nous avons des encadreurs aujourd'hui très jeunes. Les diplômes très tôt. Si vous n'avez pas l'âge minimum requis, je vais parler de l'âge légal, si vous n'avez pas la majorité, quelle est la fonction publique qui vous prend? Quelle est... C'est qu'elle dit plutôt, c'est pas de l'âge qu'il faut pour commencer par travailler. C'est ça, parce que prenez un enfant qui a commencé l'école à 2 ans et qui a eu son bac très tôt. Ce n'est pas à 16 ans. Là, de 16 ans, 17 ans. Ce n'est pas à 16 ans que ces jeunes-là vont être recrutés par l'État pour former. Non, c'est un processus. Non, voilà. Après la licence. C'est en cela que l'argument, en fait, évoqué pour moi ne tient pas. D'accord. Permettez-moi, c'est vrai, ce n'est pas le sujet, mais une petite digression qui pourra quand même être utile. L'aspect de l'âge. Moi, je dis toujours, l'âge n'est pas un déterminant d'accession à une responsabilité. C'est d'abord une question de la formation. J'ai pour habitude de dire, avant d'accéder, tout est une responsabilité dans la vie. Être enseignant, c'est une responsabilité. Et avant d'assumer quelque responsabilité que ce soit, il faut, je dis toujours 3 choses. Le savoir de point de vue technique, mais la maîtrise de soi qui, selon moi, se justifie à 2 niveaux, l'appétit sexuel et l'appétit financier. Lorsque vous êtes bon au plan technique, on voit que vous êtes capable, d'accord, tous les signaux sont ouverts en votre faveur au plan technique. Mais est-ce que vous, en termes de personnalité, est-ce que vous êtes suffisamment bâti? Est-ce que vous êtes suffisamment prêt pour aller surmonter les séductions que vous offrirait le poste? L'enseignant, c'est quelqu'un qui pense parfois que c'est un pouvoir, et Montesquieu dira tout être qui a une portion de pouvoir tente à s'amuser et à s'en abuser. Non, il pense donc pas, l'appel à la modération. Pense pas que c'est un pouvoir, il a une sorte de pouvoir. Il a une sorte de pouvoir, mais l'invite à la modération. L'invite à la modération, à la mise, comment il exploite, mais il utilise ce pouvoir pour que cela ne crée pas de préjudice dans la vie de l'autre. Heureusement, en tout cas, que c'est une question de priorité, c'est une priorité nationale aujourd'hui. Oui. Et que le gouvernement s'est saisi de cette situation. Ça fait qu'aujourd'hui, franchement, c'est un peu la panique. Hein. Même les brebis galeuses qu'il y en a aujourd'hui se cachent pour le faire. Oui, ils savent que s'ils se font prendre, c'est directement là où vous savez. Suivez mon regard. Oui, de plus en bien sûr, bien sûr. Et il faut remercier aussi les institutions qui s'occupent des femmes. Il faut les remercier pour le travail qu'elles font, parce qu'aujourd'hui, les langues se délient. Bien sûr. Les filles, elles parlent aujourd'hui. Elles osent parler aujourd'hui. L'omerta, c'est fini, ça. Et franchement, ça, nous remercions l'INF. Et il faut davantage sensibiliser. Moi, je pense qu'on devrait en parler et sensibiliser toute la communauté éducative sur l'existence déjà de ce type de harcèlement et les effets néfastes qu'ils engendrent. Est-ce que de temps en temps, il y a par exemple des séances de formation, de sensibilisation sur ce genre de choses à l'endroit des enseignants et même parfois des élèves? Je prends mon école. Oui. Nous avons l'habitude d'appeler des coachs qui viennent de façon programmée. Ouais. Et par trimestre, il faut au moins 1 coach par trimestre pour les enseignants et pour les élèves.
D'accord. Et parce que c'est indispensable. Et le message est là. Mais lorsqu'on ne passe pas le message, et vous ne maîtrisez pas les risques que vous courez. C'est-à-dire ce que nous posons comme acte, parfois nous ne maîtrisons pas. Donc il faut quand même ceux qui sont dans le domaine et qui maîtrisent et pouvoir quand même sensibiliser et que nous pouvons, dans la mesure possible, éviter ces délits. C'est très important. En dehors de faire les sensibilisations, il serait important également de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont permettre à ces apprenants, apprenantes de pouvoir dénoncer. Et dénoncer pour celles et ceux qui le désirent à visage découvert, mais pour les autres qui craigneraient des représailles, de pouvoir le faire de manière anonyme. Ce sera intéressant, mais après, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'il y a un numéro, hein. Il y a un numéro, tout récemment, il y a un numéro il y a un numéro pour dénoncer. Oui. Il y a un numéro au niveau national, oui. Mais au niveau des écoles, il faut qu'il y ait un dispositif de plainte. Et après, il est important que les plaintes qui sont déposées soient traitées, parce qu'autrement, on n'encouragerait pas les gens à dénoncer. Tout récemment, d'ailleurs, la ministre des Affaires sociales, en collaboration avec l'INF, a entrepris une tournée, n'est-ce pas, il y a eu même un manifeste. Bien sûr, de grandes séances, de grandes rencontres d'échange avec des élèves, des apprentis aussi, n'est-ce pas? Des apprentis. Aujourd'hui, on a les classes éducatives qui sont lancées. Et tout ça, c'est toujours dans le but d'éduquer, de sensibiliser et d'amener les uns aux autres à s'habituer aux valeurs civiques, patriotiques et morales. D'accord. Oui, Élisée? Par exemple, chez nous, il y a de cela 3 ans, je ne les ai plus vus. La mairie des jeunes d'Aboumé Calavi était venue chez nous pour sensibiliser les enfants. Ils ont fait ça pendant 2 ans. Mais l'année dernière, nous ne les avons pas vus. Mais je voudrais notifier quelque chose. Il faudrait que nous percevons l'inconvénient de ce harcèlement avant de pouvoir prendre des mesures. Lorsque, par exemple, tout à l'heure, madame disait que lorsque l'enseignant l'entrejambe de cet enseignant prend une autre forme, que les autres se mettaient à rire. Vous savez, dans ce cadre-là, les enfants ne sont plus là pour apprendre. Ils ne sont plus là en tant qu'apprenants, ils ne sont plus ouverts. Lorsque vous commettez l'erreur de se mettre en relation, je vais pour aller plus direct avec un élève dans une classe, c'est que l'éducation est bâclée. Parce que l'élève que vous courtisez ou bien vous harcelez, peut-être à son copain dans la classe. Et ce garçon-là va vous prendre toujours comme vous êtes son adversaire. Voilà. Et tout le temps, il sera en train de vous attaquer. Et vos faits et gestes sont contrôlés. Parfois, vous allez partir dans la classe et c'est l'élève qui va toucher son camarade pour dire que le mari de telle personne. Vous imaginez? Est-ce que l'enfant qui est en train de signaler à son camarade que le mari de telle personne est venu, est-ce que c'est pour cela qu'on l'a envoyé à l'école? Non. Et qui occasionne ça, c'est vous. Les enfants ne sont plus concentrés. Et ça amène même celui qu'on est en train d'harceler à ne plus être concentré sur ses études. Parce que vous savez, lorsque 2 personnes s'aiment, quand ils se voient, il y a toujours une déconcentration, si je peux m'exprimer ainsi, même si tu es en train de partir avec tes parents et que tu vois quelqu'un avec qui tu as des affinités. La loi est désormais claire, on ne parlera pas d'amour entre un enseignant et son apprenant, ou son apprenant. Ça n'existe plus. Il n'y a même pas à évoquer ces genres de... Il y a une solution qui, selon moi, peut résoudre tout ça. Il faut que l'enseignant revienne à son rôle primitif. Le rôle primitif de l'enseignant, c'est d'abord être éducateur, être transmetteur de la moralité. Mais avant, il faudrait que lui-même l'incarne d'abord. L'enseignant, le prof de maths, le professeur de maths qui se dit, moi je suis là pour les mathématiques, il ne se voit plus éducateur. Donc, invitons chaque enseignant. Pour moi, l'âge n'est pas d'abord le déterminant. C'est d'abord que je peux avoir 18 ans, 20 ans, 30 ans et avoir la moralité qu'il faut, assumer la personnalité qu'il faut en public, comme quelqu'un peut avoir 50 ans, 60 ans et encore dans des tares et en train de traîner des déficits, des carences. Donc que l'enseignant revienne à son rôle primitif d'éducateur. Voilà. Merci à vous pour ce débat très intéressant. Mais il y a une chose qu'on a oubliée, il y a aussi dans nos écoles le cyberharcèlement. Bien sûr. Des enfants qui harcèlent les autres enfants via les réseaux et tout ça, c'est aussi courant, n'est-ce pas? Surtout aujourd'hui avec l'évolution, avec Internet et les réseaux sociaux. L'accès facile au smartphone. Dans beaucoup d'établissements, il est interdit de venir à l'école avec son smartphone, mais c'est des choses que nous voyons.
Même nous, on en a utilisé. Il faut qu'on se dise la vérité. Même si on avait quand même ce cadran-là défini à la maison qui nous permettait de savoir à quel moment on utilise, à quel moment on n'y fait pas recours. Et donc, le cyberharcèlement est une des formes de harcèlement en milieu scolaire, que ce soit en milieu d'apprentissage ou dans les autres milieux d'éducation, ça reste une réalité. Et je pense que, pour ma part, les parents ont une grande responsabilité. Lorsqu'on parlait tout à l'heure, vous savez, il y a aussi la tenue vestimentaire que les enfants portent pour venir à l'école. Une fille qui vient à l'école tout en exposant, d'accord, c'est sa poitrine. Et quand tu lui dis de fermer ses boutons, elle ne va pas vouloir comprendre. Mieux, vous avez parlé de téléphone tout à l'heure. Tu saisis un téléphone, c'est un phénomène national aujourd'hui. Tu saisis un téléphone dans le but d'empêcher l'enfant d'utiliser, mais c'est le parent qui t'appelle et qui te demande pourquoi est-ce que tu as saisi le téléphone. Un téléphone que peut-être l'enfant est en train de manipuler, tu l'as vu en flagrant délit. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est sérieux. Oui. Ouais, non, je suis d'accord, mais c'est... Si l'enfant n'amène pas le téléphone à l'école, comment est-ce qu'il peut harceler? Vous comprenez? Parce que vous venez non, de... c'est pas forcément à l'école, même à la maison. à la maison. Il a un téléphone, il peut propager une mauvaise, mauvaise information au sujet de son camarade. Utiliser la photo, bien sûr. Lorsque nous parlons du cyberharcèlement, moi je connais, il y a par exemple un élève, d'accord, qui a, qui s'est créé un faux compte Facebook, d'accord, et a commencé à draguer sa camarade. Et il n'a pas utilisé son propre nom. Il a utilisé le nom d'un autre camarade. Donc il y a ce genre de choses. À la date au point où des élèves se sont constitués pour publier des images peu recommandées sur un professeur. Sur un professeur, voilà. Ça, c'est un cas qui n'est pas trop lointain. Il n'y a pas si longtemps. Mais en réalité, nous sommes à l'ère du numérique. Bien sûr. Et cela donne lieu à tous les vices liés à l'usage du digital. Une définition claire que moi j'ai pu avoir du cyberharcèlement, c'est un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Qui ne peut se défendre seul. Ça veut dire quoi? Celui qui fait ce montage, c'est parce qu'il a un élément sur vous. Ou parfois même si l'élément n'existe pas de point de vue, n'est pas vérifié, il paraît quand même à constituer. Mais dans quel dessein? De détruire la notoriété. Et nous sommes tous conscients de la nature virale de tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, sensibiliser également sur l'usage de tout ce qui est électronique, absolument, même communiquer sur le code du numérique. Merci à vous, chers débatteurs. Je pense qu'il est important, n'est-ce pas, de mettre en place un système de signalement, pourquoi pas même anonyme au sein des écoles. Vous pouvez créer des moyens sûrs et privés permettant aux élèves de signaler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer s'ils se sentent par exemple mal à l'aise, attaqués par leur père et autres. C'est important pour que nos écoles soient des endroits sûrs pour nos enfants. Parce que c'est un milieu où, et lorsque l'enfant va, il doit quand même se sentir très à l'aise. Il doit avoir la confiance et avoir la tranquillité d'état d'âme. Là, ça lui permet de bien suivre le cours, comme cela se doit. Voilà. C'est déjà fini, oui. Le dialogue parent-enfant va permettre donc aux parents de rapidement déceler l'inconfort ou des situations que leurs enfants vivent, mais qui n'ont pas le courage de partager. Et je finirai en disant qu'il n'y a pas que les filles qui soient victimes de harcèlement en milieu scolaire. Les garçons également peuvent subir cet acte-là. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui que ce regard-là que l'on a sur les filles, qu'on puisse se départir de cela et se dire que quand on est un individu et qu'on se retrouve en milieu scolaire, c'est une situation qui peut nous arriver. Voilà. Merci à vous, Serge Zatter, merci d'être passé. Justine Obiera, merci. Bonne fête de l'Ascension. Bonne fête de l'Ascension à tous. Miguel Ouesso, très bonne fête à vous. Élisée Ayarossi, mon cher directeur. Allez, à très vite sur ce plateau. On termine, on boucle la boucle avec Sport Matin.